Bonjour peuple de la Terre, et oui c'est un nouveau numéro de votre magazine qui revient sur plus de 50 ans de culture geek en 52 minutes, une petite date pour vous mettre dans l'ambiance, 1955, naissance de Steve Jobs et de Bill Gates, c'est pas facile à dire. Ils sont équipés de mégaoctets hyper puissants, c'est l'équipe de chroniqueurs qui nous entoure pour cette émission avec Mademoiselle RL, blogueuse et journaliste, le romancier Laurent Kessy, le réalisateur et comédien Monsieur Sébastien Rassia, qui travaille en binôme avec cet être étrange qui porte des chemises hawaïennes, Monsieur Frédéric Molas, et Rurik Salé, qui est comédien-compositeur et journaliste. On n'oublie pas bien sûr François qui nous regarde depuis chez lui, j'espère que François va bien. François va peut-être pas si bien que ça. Allez, tout de suite un sommaire, on se retrouve juste après. Aujourd'hui, vous découvrirez ou redécouvrirez le jeu vidéo Blade Runner, David qui part à Cannes pour le salon du MIPCOM, Warren Ellis, l'interview carrière de Don Costarelli, Torchwood, la série dérivée de Doctor Who, le jeu de plateau Catan, Kino no Tabi pour RL, une enquête geek sur la 59e Légion, le talent web Raphaël Descraques et l'incontournable Shopping List, si nous retournions voir notre équipe en plateau. Et on attaque tout de suite dans le vif du sujet avec ceux qui sont deux pour faire le travail d'un seul. Rubrique jeux vidéo avec Fred et Seb. Voilà. Donc tape dans les dents, dans la gueule. Exactement, et on prend la place de 4. Donc voilà. Exactement, donc voilà. Ça va se régler dans la cour de récré, ça. Je vais me faire taper. Tord ta gueule à la récré. Donc voilà, moi j'aimerais parler d'un jeu qui me tient beaucoup à cœur. C'est un des premiers jeux que j'ai fait sur PC et c'est un jeu tiré d'un film. Donc sans plus attendre, nous allons voir l'extrait vidéo. C'est quoi? Ne serait-ce pas un jeu tiré de... Un film, De Alien? Vercingétorix. Encore Blade Runner? exactement. Avec la musique. De Vangelis, magnifique, attention. Non, j'ai essayé de faire le piano, mais... Regardez il y avait comme pas c'est de beau, son. surtout le jeu a 15 ans et c'est très très joli. Oui. Bah, c'est Oui, l'esthétique mais enfin, du moi je film. trouve ça très très beau. Non, les décors sont bien. après. Non mais là c'est le in-game en fait. Ça me fait penser à un flashback. Non, c'est mélangé, il y a des phases de cinématique et du in-game aussi. Non, mais les décors sont très très beaux, c'est le personnage qui est surtout pixelisé quoi. Et, C'est un peu dommage. Ouais, non, mais c'est pour ça C'est que magnifique et un mec... on peut y rejouer maintenant, mais c'est le truc qui va décoller, qui va sauter aux yeux, c'est quand même le personnage Dans qui est les assez point and pixelisé. click, c'est toujours le problème, de toute façon. Mais, Surtout dans les vieux. Ça fait penser à Syndicate. Ça, c'est un point vrai. and click, ça? Oui, c'est un point and click. Ah, ouais. bah alors j'ai joué à un point and click. Tu as joué à un point and click, Ah, mais félicitations. Je bravo. l'ignorais. C'est un des très bons parce que Réexpliquons que le point and click, le c'est... point and click, eh ben, pour point and résumer, click. c'est on a un clic et on point et on clique. Et on- Mais C'est bien fait la technologie. C'est-à-dire on se déplace dans des tableaux, on clique sur des objets, on a des interactions avec des PNJ pour faire développer une histoire, donc on a des sélections de dialogues et tout. Donc c'est un très bon jeu, un peu oublié parce que les années 90, c'était la grande période des point and click, surtout de LucasArts, quoi. Tout le monde connaît Day of the Tentacle, les Monkey Island, les... qu'est-ce qu'il y a encore? Les années Les Chevaliers de 90, Baphomet. Monkey Je le reciterai. Ouais, c'est tout à l'heure. début des Ouais, années c'est dans ces eaux-là, enfin voilà, je veux dire, c'est Qu'est-ce que c'était les bien, jeux ça. les plus mythiques voilà, du point and click. Et donc là, comme c'est tiré d'un film, tout le monde a tendance un peu à l'oublier celui-là. Mais c'est un très bon jeu. Il faut dire que beaucoup d'adaptations de films en jeu sont pourries. quand Ouais, même, hein. de nos jours, voilà, c'est... Ouais, puisqu'en fait, ils se basent et ils se disent, de toute façon, le film est connu, on s'en branle. Mais ça sort en parallèle du film, et tandis que là, voilà, le film date de 82. Alors justement, qu'est-ce qu'ils ont repris de l'histoire du film? Mais en fait, Comment ça se... c'est pas directement adapté du film, mais enfin voilà, c'est un peu l'excuse, c'est un peu comme le remake de The Thing, c'est pas un remake, mais c'est un remake. Mais là, c'est pareil, c'est-à-dire on suit à peu près la même trame, sauf que c'est pas le même personnage. On incarne aussi un Blade Runner qui s'appelle Roy McCoy, si je me C'est trompe des pas. références au film, non? Exactement. C'est-à-dire, on croise, parce que ça se déroule en parallèle de l'histoire du film. Donc, on va pas croiser Rick Deckard, mais il y aura des petits indices un peu parsemés, comme ça, dans le jeu. Genre, je crois que c'est dans le stand de tir, il me semble, au niveau des scores, on va marquer le nom de Rick Deckard. Il est mentionné aussi par un personnage dans le jeu. Et Rodger Non, Hauer, il y a des clins d'œil. on ne le croise pas, non. Il est parti tourner Personne ne Hobo veut with croiser the Rodger Shotgun. Hauer. Non, personne. Et donc voilà. Mais sinon, le jeu, au niveau de la réalisation, l'ambiance voilà, du film est complètement super bien retranscrite. Il y a des musiques de Vangelis, parce que là c'était sur un extrait, c'était sur le trailer. Mais il y a aussi des musiques qui ont été rajoutées pour le jeu, mais qui correspondent à fond à l'ambiance. C'est facile, il s'appuie sur les décors enfin c'est facile, il s'appuie sur les décors magnifiques du film, donc Ouais, le qui jeu était- déjà est hyper beau, rien qu'avec ça. Déjà, il y a ça. Et puis même au niveau du scénario, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il faut traquer des réplicants, c'est toujours la même histoire. C'est-à-dire c'est une navette qui a été détournée, qui a atterri sur Terre avec des réplicants, il faut les traquer, les éliminer ou alors les sauver. C'est ça qui est bien, c'est que le jeu a une super rejouabilité à ce niveau-là. C'est que à chaque partie qu'on fait, c'est jamais les mêmes personnages qui seront humains ou réplicants. Et même soi-même, on peut être réplicant ou humain. Donc tout dépend des choix qu'on fait dans le jeu. On peut avoir, je crois que c'est au total, il y a 7 fins différentes.
Donc à ce niveau-là, voilà, Au niveau le du jeu est gameplay, super les complet. sons sont exactement les mêmes que dans le film, je crois. Il y a même le système de zoom ou je sais pas quoi là. Mais non c'est ça qui est excellent, c'est que il faut être vraiment fan du film, Ouais. parce qu'on retrouve vraiment toutes les scènes clés, genre les scènes d'analyse avec l'ESPR, je crois que ça s'appelle, où on zoome dans l'image, on fait des rotations à 360 degrés pour fouiller des indices. Et donc il y a ça qui est super bien intégré avec tous les sons du film, donc les musiques, les sons. Dernière Tous les chose, sons. Laurent. La durée de vie du jeu peut-être Ou RL. pour- Bah, tu peux y rejouer plein de fois. Le jeu il est assez long. Déjà mais, sur une partie, tu t'as. le t'as truc mis qui est plus de 20 génial, c'est la heures. rejouabilité, c'est-à-dire on va jamais dans les mêmes endroits à chaque partie, c'est-à-dire on démarre à chaque fois au même endroit, je veux dire c'est à la boutique d'animaux qui a été saccagée parce qu'on sait très bien que les réplicants sont pas comme les humains qui veulent protéger les animaux parce qu'ils ont disparu aux trois quarts de la Terre, enfin, voilà, pour ceux qui connaissent l'histoire de Blade Runner. Et ça, c'est le point de départ qui ne change pas. Mais ensuite, voilà, l'évolution en fonction des personnages, les répliques qu'on a dit, qu'on a échangées, les indices qu'on a récupérés et les choix qu'on a fait, ça nous amène sur une branche scénaristique complètement différente. Il y a eu un autre jeu tiré de Philippe Cadic qui s'est tiré de Ubik, le roman. Donc il avait pas Ubik, été- ouais. Et par contre, le jeu était tout pourri. Voilà. Ça s'appelait Ubix Cube. Sur cette super vanne, on va s'envoler pour Cannes. Et oui, parce que autant on peut envoyer RL faire des inside au cœur de Japan Expo, qui n'est pas le lieu le plus glamour du monde, autant moi, vous allez me retrouver à Cannes. Plongez au cœur d'un grand événement. Voici l'Inside. On voit que le chef se fait plaisir. Retrouvons tout de suite David, plongé au cœur du plus grand marché de programmes pour la télévision, le MIPCOM. Entrée à la Steven Seagal, spéciale dédicace à Rurik, où je suis actuellement à Cannes, pas pour le festival de Cannes, pour un autre festival qui se passe aussi à Cannes. C'est le MIPCOM, ça se passe en octobre de chaque année, c'est le grand marché de la télévision. Alors c'est un marché professionnel, il y a des stands énormes et des stands tout petits, il y a des trucs très intéressants et assez surprenants. Alors je vous rassure quand même, je suis toujours en mode geek, mais je suis habillé comme si j'allais à un enterrement justement pour faire bien, parce que tout le monde est quand même hyper bien sapé, je vous emmène voir ça. Donc, ça se passe dans le palais des festivals de Cannes, sur plusieurs niveaux, et on va commencer par le sous-sol. Alors attention, sous-sol, c'est pas forcément les plus grands stands, mais c'est peut-être ceux où on trouve les trucs les plus intéressants, les plus rigolos. On y go. Alors, comment ça fonctionne? Alors, en général, c'est réparti par pays. Et pour s'y retrouver, il y a des petits panneaux qui sont juste au-dessus des stands, voilà, qui nous permettent de voir et le nom de la production et le pays d'où il vient. Alors, des fois, c'est un peu plus le bordel, c'est-à-dire que c'est complètement mélangé, mais vous avez grosso modo une partie Canada, une partie Argentine et Brésil, une partie asiatique. Vous allez voir ça, ça va te plaire, RL, la partie asiatique. Il y a plein de trucs chelous. Tu vas voir, représente. Là où nous sommes dans la partie canadienne. Puisque le Canada est à l'honneur cette année au MIP, avec peut-être toute une série de programmes à base de sirop d'érable et de toque de castor, je ne sais pas, on leur demandera tout à l'heure. Bon alors il y a une petite astuce quand on est au sous-sol comme on est là, c'est de bien faire aller par aller parce que c'est immense. Je pense que sur ce niveau on doit avoir quelque chose comme 500 stands, donc c'est assez énorme. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit bisou aux Frenchies parce qu'il y a une grosse partie française, donc les producteurs qui viennent vendre leurs programmes. Alors ça peut aller du documentaire à du film, de la série, même du long métrage. Vous allez voir qu'il y a pas mal de films. On vend aussi des programmes dont ils ont acheté les droits à l'étranger. Donc voilà, il y a des distributeurs et des producteurs. Ma question, Franck, est-ce que tu peux m'expliquer ton beau métier? C'est une question très compliquée. Alors le beau métier, c'est compatibiliser les urgences et les attentes du producteur et les besoins et les impératifs du diffuseur. Alors comment tu trouves les différents programmes que tu proposes? Sans prétention, soit des producteurs viennent nous voir, français ou étrangers, pour nous confier leurs programmes, soit on les démarche nous, donc c'est bilatéral. Le MIP ou le MIPCOM sont soit des accélérateurs de décision, soit des éléments conclusifs, mais parce que le business a été fait avant. Mais le contrat négocié, signé ici, c'est révolu, ça se passe plus comme ça. Ça reste néanmoins un marché et pas un festival. C'est quand même une grande différence. Ça s'est ouvert aux nouvelles technologies, à de nouveaux types de programmes, à une nouvelle population d'acteurs du métier. Aujourd'hui, la fréquentation, elle oscille entre 10 000 et 13 000 personnes à chaque MIP ou à chaque MIPCOM, ce qui était pas autant auparavant. Alors, il faut savoir sur les stands du MIP, il y a souvent deux parties. Vous avez souvent une petite partie accueil où vous pouvez poser le coude comme ça de manière un petit peu sexy. Et derrière, vous avez souvent plein de petits espaces qui permettent aux acheteurs et aux vendeurs de se trouver de manière un petit peu intime sans trop l'être pour pouvoir discuter de tous les business. Alors, il faut savoir souvent que les rendez-vous se font quasiment 2 mois à l'avance. Donc, par exemple, quand on débarque comme moi, l'air frais et l'air innocent, eh ben, on n'a personne à voir. Donc, autant faire un inside. Je suis ravi d'avoir retrouvé une figurine de Fred. Fred, tu vois, ils t'ont copié. Alors un truc qui est très drôle au MIP, c'est qu'il y a plein de petits cadeaux sur les stands. Donc voilà, début du trésor de guerre, la sandalette Brazilian TV Producer. Alors vous avez vraiment tout en programme. Alors là vous avez Yagaba Gaba,
Je ne sais pas ce que c'est. Non. Donc voilà, donc on croise des gens, je ne sais pas qui c'était, mais en tout cas le projet avait l'air de lui plaire. Donc j'ai vendu un programme pour la télévision canadienne. Là on rentre dans la partie qui va intéresser RL, parce qu'on rentre dans la partie coréenne. Alors tous les flyers c'est des trucs what the fuck. Hein. Ça RL elle va kiffer. Il y a des personnages chelous, avec des histoires cheloues. On a du gros programme chelou. Ça c'est des petits clips avec des animaux rigolos qui font des choses rigolotes. Je pense que le principe c'est d'être en écolière. Je pense que ceci est un dessin animé pour enfants. Voilà, je pense la compile complète de tout ce qui est tremblement de terre et tsunami. Pour passer une bonne soirée joyeuse après plus ou moins geek. Ça c'est peut-être un des programmes à mon avis qui est les plus chelous que j'ai vu. Je ne sais absolument pas ce que c'est. Alors par contre, quand tu as payé ton accréditation qui pour une personne normale coûte à peu près 1500 €, donc c'est juste ça coûte un bras, la tête et une partie du corps, tu peux quand même te barrer avec tous les DVD. Donc on va le mettre dans notre petit trésor de guerre de cet Inside. Alors si vous voulez savoir les copains ce que je vais vous offrir à Noël, bah, vous allez voir tout ce que je vais piquer sur les stands. C'est ce que vous aurez sous le sapin les gars. Et les filles. Ah, thank you. Voilà, je continue ma quête de cadeaux dans le MIP. Ah, génial, on en a 2. Le cadreur va être content. Tu es content Camille? Il est content Camille. Tout de suite, la découverte du cadeau qui nous a été offert par la Corée du Sud. C'est un calendrier en Lego, voilà. Comme quoi, quand même, ils sont hyper geeks. Voilà, un endroit fort difficile à vivre, Cannes, 30 degrés, un magnifique salon avec de la culture japonaise, des films de série Z. Un cauchemar, quoi. Allez, on enchaîne avec série télé. Je vous emmène tout de suite en 2006. Rubrique série télé avec David. Alors, je vous emmène en 2006, mais pour quelle série, mes amis? C'est un anagramme de Doctor Who. Alors là, normalement, vous allez tout de suite trouver de quelle série je parlais. Torchwood. Ouais, on va parler de Torchwood, qui est un spin-off, c'est-à-dire une série dérivée de Doctor Who, un peu plus adulte, mais d'abord quelques images pour se plonger dans cette série. Torchebois. Donc là, on est sur la saison... De l'action. Alors, c'est la meilleure saison, je vais vous en parler. Donc là, c'est la saison quoi? Je rappelle que souvent les enfants font ça en France aussi. Oh, on dirait le village des damnés. C'est très... l'inspiration là-dessus, elle est flagrante. Oh my God, vous avez les héros. Steven Seagal. Le rank is coming. Devinez qui vient. Ils viennent. Donc voilà, alors, je vais remettre un petit peu les choses en ordre. C'est une série qui n'a pas cessé d'évoluer. Donc je vais vous expliquer un petit peu les différentes saisons. C'est, je disais, donc un spin-off, une série dérivée de Doctor Who. Autant Russell T. Davies, quand il a fait Doctor Who, c'est une série, on l'oublie assez souvent, qui est une série familiale. C'est diffusé à 19h, tu me disais, le samedi sur la BBC. Tous les Anglais disent voilà, je me suis caché derrière mon canapé en regardant Doctor Who quand j'étais enfant parce que la série date des années 50. Ouais, c'est une très très longue série. C'est éducatif à la base, non, il me semble? Ouais, c'est assez éducatif, oui, tout à fait. Mais Russell T. Davies, il s'est dit, écoutez, on a fait le reboot de Doctor Who qui a très très bien marché, mais je voudrais une série un peu plus adulte. Il était très influencé à l'époque par Joss Whedon. Il voulait faire le même travail qu'il avait fait avec Buffy, c'est-à-dire un personnage qui finalement qui devient très adulte avec des thématiques un petit peu hard. Il faut se rappeler aussi que c'est le réalisateur et le créateur de Queer as Folk. Et il s'est dit, voilà, donc Torchwood, ça sera du Doctor Who à 21h avec ces thématiques-là. C'est une série qui est assez incroyable. Elle a des gros défauts. Et en même temps, des fois, elle est magnifique. C'est vrai que Torchwood, c'est un anagramme de Doctor Who. Je te laisse réfléchir. C'est incroyable. Vous avez failli me dire Joséphine Ange Gardien, mais ce n'est pas un anagramme de Doctor Who. Il n'y a pas de J, ça marche pas. Alors, on suit quoi? On suit les aventures du capitaine Jack Harkness, qui est un personnage incroyable. C'est un personnage qui est immortel et qui a un pouvoir de séduction auprès des hommes et des femmes. Donc ça, c'est assez marrant parce que dès qu'il croise quelqu'un, tout le monde fait Jack Harkness. C'est lui qui vient de Doctor Who en fait. Ouais, il vient de Doctor Who, il est amorcé dans un des épisodes et il travaille donc sur l'Institut Torchwood, qui est un truc qui a été créé en 1879 par la reine Victoria, et ils sont chargés d'enquêter sur des trucs qui ont des liens avec des extraterrestres. Saison 1 sur BBC 3, la série marche pas trop mal, ils la font passer sur BBC 2 en deuxième saison. C'est une manière de grimper les échelons. Exactement, 3, vous allez voir parce que 3, ça finit au States. France 2, TF1. Oh, magnifique. On n'a pas le droit à ça, on a le droit à ça. Louis la brocante. Donc voilà, les deux premières saisons, vous avez des personnages principaux. Je peux pas trop spoiler, mais les personnages principaux, ça gicle quand même pas mal. On garde principalement vraiment Jack Harkness. Donc les deux premières saisons, c'est des épisodes, des stand-alone. Parce que j'aime bien préciser toujours que c'est des épisodes avec un milieu, un début, une fin. Alors tu as des épisodes qui sont géniaux. Cool, ça. Le lendemain, l'épisode, il est complètement pourrave, parce que les personnages changent carrément de caractère d'un épisode à l'autre. Et ça change le scénariste aussi à chaque fois, comme dans Doctor Who Oui, et d'ailleurs, ça change carrément d'univers. Tu as des épisodes contes de fées, tu as un épisode dans le polar, tu as des épisodes hyper gore. Tu dis que les personnages, des fois, ils changent de caractère d'un épisode
épisode à l'autre. Mais c'est toujours les mêmes personnes. C'est toujours le même. Non, ça, je peux pas trop spoiler là-dessus, mais ça là, meurt on a quand mis le même. doigt sur quelque chose. Mais Il y a le même bestiaire que dans Doctor Who, non? Il me semble, il y a les mêmes créatures. Ouais, mais qu'on un peut peu croiser. plus adulte. On va arriver en saison 3, ils vont commencer à faire des cycles. C'est-à-dire que là, ça va être vraiment très feuilletonnant. La saison 3, le trailer, c'est celui-ci. C'est les enfants de la Terre. Et un jour, tous les enfants se mettent à regarder le ciel en faisant We are coming, we are coming. Et ils se À retrouvent avec partir des de quel âge? Est-ce que les bébés le font aussi? Les bébés font areux. Et les ados, Mais t'as la même chose sur Doctor Who aussi, en parallèle, ils commencent à mettre des cycles aussi, le cycle de Bad Wolf, et des choses comme ça. Ouais, voilà, mais c'est une manière pour eux d'ailleurs, parce que entre les saisons 2 et 3, il y a eu beaucoup d'écarts. Mais voilà, la saison 3, elle est incroyable, parce que c'est des extraterrestres qui débarquent sur Terre qui disent voilà, vous nous donnez 10% de la population mondiale des enfants, ou on vous bousille. Et tu te rends compte au fur et à mesure des épisodes que c'est une drogue en fait. Ils se droguent avec les mômes. Donc c'est assez incroyable. Il y a plein de magazines qui ont dit que c'est la meilleure série, enfin en tout cas la meilleure saison de toutes les séries depuis 10 ans. Des enfants. Incroyable, en tout cas. Et dernière progression, saison 4, la série va être coproduite aux États-Unis et diffusée sur Starz là-bas. Et alors là, autant pitch de malade, le Miracle Day, c'est-à-dire qu'un jour, plus personne ne meurt, le lendemain, plus personne ne meurt, le jour d'après, plus personne ne meurt. Et par contre, alors là, c'est pareil. On revient sur les hauts et les bas de Torchwood. Les épisodes, il y a des comédiens américains qui sont pas bons malgré Bill Pullman. Et le pitch d'enfer, mais c'est Ayesh. Et on va enchaîner tout de suite aussi avec l'interview carrière. Alors là, on va passer à quelqu'un que tu as été Donald voir. Don. C'est Don Coscarelli, ah ouais, réalisateur de Fantasme, de Booba Hotep, avec 2 Elvis Presley pour le prix d'un. Extraordinaire personnage, très rigolo, très calme, un peu dans les vapes. Voilà. Eh Don ben, vous allez le Coscarelli. découvrir tout de suite. Ne bougez pas, c'est le moment de l'interview carrière. There have been many terrifying films, but there has never been anything quite like this. It could be the most shocking experience. Ah, moi ces vieilles bandes annonces rétro, j'adore. Rencontre avec le réalisateur Don Coscarelli. Sa saga Fantasme a fait frissonner toute une génération, avec l'histoire de ce jeune homme qui enquête sur des événements étranges survenant dans une entreprise de pompes funèbres. Comment as-tu commencé? Yeah, I started making short films when I was young, a lot when I was in school, and I was always attracted to genre. Il réalise son premier long métrage à l'âge de 17 ans avec l'argent de ses parents. Il y rencontrera ses comédiens fétiches, mais le film n'a pas marqué l'histoire. Rebelote sur son second long métrage, Kenny & Co, autre flop. C'est l'horreur qui va lui apporter le succès. Mais pourquoi? I was just so enamored with horror as a boy that it was inevitable that one day I would make a horror film. Phantasm. The delusion of a disordered mind. A phantom. A spirit. A ghost. You know, when one wants to move into something possibly more commercial, and the first movies that I'd made had not been horror and had limited success, you know, traditionally, horror can be very popular and a way to make something commercially successful. Dans la série des Fantasmes, on trouve l'inquiétant comédien Angus Scrimm, son acteur fétiche. Angus Scrimm was the first professional actor I ever worked with. I believe I was 19 or 20 when we started making this movie, and he was an adult. And I was very intimidated by him. And we had a lot of logistic problems when we made the film, and it would always come to me to have to go to Angus Scrimm and tell him, oh, well, we're not going to get to you today. And he would give me that look like he did, and I was afraid of him. So then when I started to make my horror film, I thought, oh, well, who would be good for the lead villain in the film? And I thought, why Angus, of course. The final game. I'll begin. Quels sont les atouts d'Angus? When the great Vincent Price passed on, it's almost like the mantle of the classic Hollywood horror icon fell to Angus. You know, it's not like there's anybody who comes from that. And I think it's the fact that he grew up in a generation where you had these great stars from Karloff to Lugosi to Lon Chaney, and that's what really molded him as a young man watching them. It's hard to select a current actor that's moving in that direction. I think that era may be over. It's only a dream. It's a dream. No, it's not. Retour sur une scène culte de Fantasme, premier du nom.
Sometimes movies are a series of coincidences where everything aligns perfectly. And I think in looking back in my career, that's one of those moments where the smoke came up so strangely. We were shooting it in a slow motion, which added a heightened sense of reality. Angus was hitting his marks beautifully, and then we had other characters that were revolving around them, and it is a very haunting moment. But as a filmmaker, it's all I could ever hope for. But I will tell you, the first time I looked at the finished shot, to me, I had the same response you did. I went, oh, this is really potent and powerful. And I'd like to take the credit for it, but sometimes it's just lucky. Don se reconcentre depuis plusieurs années vers un humour horrifique, notamment dans Bubba Hotep avec son Elvis toujours vivant qui enquête avec un John Kennedy noir sur une momie voleuse d'âmes dans une maison de retraite. Eh oui, je sais, le scénario est étrange, mais le film est très très bon. L'humour, c'est une nouvelle voie? Philosophically, how can one exist in this life without humor? Okay, it's a pretty grim world. I think one of the great wonders of humanity is the fact that we have a sense of humor, or most of us do anyway. But you know, to me, there's nothing as delicious as a sweet scare in a horror movie. And so, in John Dies at the End, I was trying to achieve both, where we would have our terrifying moments, but at the same time, you know, some of the laugh out loud funny moments. Quelle est ta recette pour mélanger horreur et comédie, notamment dans ton dernier film, John Dies at the End? It's very difficult, and certainly in John Dies at the End, we had a number of different elements like this. I mean, we have the Bratwurst cell phone, if you will, you describe it. And we do have the actors play it very straight, and there's a natural humor that comes out of it. But, you know, there's other elements, you know, there's a talking dog, there's a monster made out of freezer meats, I mean, for God's sakes. And our actors respond pretty realistically to all of these things. Y aura-t-il une suite à Bubba Hotep, ton grand succès? As a boy, I loved the endings of the James Bond movies, where it would always say, James Bond returns in the next James Bond movie. It always would excite me, because for the next year I'd be thinking, oh, what's this next one going to be? And so as I was putting Bubba Hotep together, I thought, well, why don't I throw one of those into the end credits? And so we put Elvis Returns in Bubba Nosferatu, Curse of the She-Vampires. I realized that people really wanted to see it was not a joke. So I put together the screenplay, wrote a screenplay. I think it's a really exciting story that delves into other aspects of Elvis's life, which is his relationship with his manager, Colonel Tom Parker. And I think there are a lot of other monsters that Elvis could battle in life. You know, you could take the word Bubba and you can put behind it. Et alors bientôt, Bubba plus ou moins geek? Je suis sûr que ça ferait rire et frissonner à la fois. Comment il était, dis donc, dans la vie de tous les jours avant que tu le rencontres? Bah, il était marrant. En fait, je l'ai croisé d'abord à Sitges. Je prenais l'ascenseur pour rentrer dans ma chambre d'hôtel, bien sûr. Et je croise un espèce de grand bonhomme dégingandé comme ça. Je dis, c'est quoi ce barbu et tout. Puis je regarde son badge, Don Coscarelli. Ah, d'accord. Et donc, c'est comme ça que j'ai... Ah oui, non, oui, c'est un badge du festival. C'est pas le mec qui se promène avec son nom juste pour qu'on le reconnaisse. Il me livrait des croissants, monsieur. Et non, et en fait, voilà, un peu genre, oh yeah, it was great, thank you. Tu vois, un petit peu comme ça, planant, mais très, très sympa, très calme. Voilà, vraiment à la cool. Et c'est bizarre parce que ce mec fait des films depuis un moment et il n'a pas l'air vieux du tout. Donc je ne sais pas trop quel est son secret. Alors, celle qui a l'inverse, c'est-à-dire qu'elle ne travaille pas depuis longtemps, elle fait déjà très vieille, c'est RL. Oh merde. Rubrique culture japonaise avec RL. T'as déjà le gonzo de la honte, alors je peux pas te le donner. Le gonzo de la honte. Il est sur mon épaule pendant toute l'émission. Tu peux prendre un ongle dans l'œil avant la fin de la... Ouais, c'est clair. Si Wolverine attaque, attention les ongles aussi. Hein. Je tiens à préciser que... Freddy Krueger. Donc en fait, j'ai une affection toute particulière pour la série que je vais présenter là. Ça s'appelle Kino no Tabi, l'Odyssée de Kino, The Beautiful World, n'est-ce pas, en VO aussi. Mignon, ils ont regardé. Voilà, et c'est une des séries que j'ai tellement aimée que j'ai essayé de lire les nouvelles en VO, en japonais, bien pour m'arracher les cheveux. Et voilà, le plus simple, c'est de regarder quelques images de suite. C'est pas toujours très simple. Hein. C'est un petit... L'Odyssée de Kino. Ah, c'était mignon. Un aspect graphique qui est vachement sympa parce que ça ressemble un peu à des tableaux. Il y a, je sais pas si vous voyez le désentrelacé et l'entrelacé. En fait, les images elles sont entrelacées, c'est-à-dire qu'on voit les stries un petit peu sur l'aspect graphique, les couleurs pastel, l'aspect un petit peu aquarellé.
C'est très beau en tout cas. C'est super beau. Ça a un petit côté de design steampunk aussi. Il y a une espèce de C'est un Steam Boy, technologie, mais Ah, c'est c'est Visiteur pas... du futur. En fait, François a tout volé avec sa série. C'est clair. C'est pour ça qu'il se cache, il est pas avec nous. Voilà, donc les nouvelles en fait sont toujours en cours. Le tome 16 est sorti en octobre 2012. Donc c'est les nouvelles de Keiichi Shiksawa. La diffusion de l'animé au Japon en 13 épisodes, elle date de 2003. Il y a 2 short movies, des petits films de 30 minutes qui sont sortis à la suite. À savoir que le tome 11 a quand même fait... on en est arrivé à 5,6 millions de tirages. C'est une très très bonne vente, ça marche vraiment Seulement, très c'est bien. très proche de tes ventes à Au toi. Japon. Voilà, Ah oui, c'est c'est ça. pas sorti. Moi, Si, c'est sorti aux États-Unis. C'est un peu plus quoi, mais... Donc pour vous présenter un petit peu l'univers, on est vraiment dans la contre-utopie. Donc on va suivre en fait Kino, l'héroïne, qui voyage de pays en pays. Donc c'est des pays entre guillemets. Elle va arriver à chaque fois dans une ville ou dans un endroit avec son motorrad qui s'appelle Hermès. Alors un motorrad, c'est une moto qui parle en fait. C'est son compagnon de voyage. Elle va voyager pour observer. Donc à chaque fois, elle reste 3 jours dans chaque pays, entre guillemets, et ça va permettre de garder une certaine distance. En fait, c'est un perso qui est assez froid, assez stoïque, et chaque pays va représenter en fait une utopie, donc c'est-à-dire un idéal de quelque chose. Par exemple, on va avoir le pays de la prophétie, le pays où on ne travaille pas, hein, qui vous plairait bien. On a le pays... Oh, comment je m'offusque. Tu dis ça à la France qui se lève tôt, là. Le pays de la presse libre, on a le pays où l'on... C'est des vrais pays ou c'est des pays... Non, c'est imaginaire, c'est ça. Tu as vraiment la distance, en fait, il place une utopie avec des protagonistes, mais dans quelque chose de complètement fictif. Il y a quoi comme autre pays? Moi, je trouve ça marrant. Le pays où l'on comprend la douleur des autres, c'est-à-dire qu'ils ont bu une potion et en fait, ils ont un don de télépathie. Alors au début, c'est génial, tout le monde se comprend, mais en fait, t'entends aussi toutes les pensées négatives des gens. Donc c'est plein de contre-utopies. Voilà, mais c'est aussi des aliénations. Il y a un pays où ils construisent une tour depuis des décennies. Ils savent même pas quand est-ce qu'ils ont commencé à construire cette tour géante. Et un jour, elle s'effondre. Et en fait, c'est la réaction des gens qui met en scène, qui sont là. On va en faire une autre et tout. Alors qu'on se dit, ils vont être libérés, ils vont être contents. Et en fait, non, ça c'est le seul épisode, c'est l'épisode 0 en fait, qui est pas du tout disponible en France. Donc voilà, c'est pour ça que je le raconte un petit peu. Et donc en fait, les mecs, ils sont aliénés quoi. En fait, ils ont besoin de ce but-là pour se raccrocher, pour donner un sens à leur vie. Et alors, à part visiter, elle fait quoi? Elle a des aventures dans chaque pays, c'est voilà, ça? donc en fait, le truc, c'est qu'elle est un peu comme une ethnologue. Normalement, elle doit pas s'impliquer. Sauf qu'en fait, il y a des moments où elle va se retrouver un peu ou prise d'affection, et c'est pas moralisateur. On nous dit jamais, un truc jugement un petit peu à l'américaine manichéen, machin, il faut penser comme ça, c'est comme ça que c'est bien. Mais on va suivre les choix de l'héroïne. C'est-à-dire qu'elle va faire ses choix, ce qu'elle estime juste. Mais le truc, c'est que normalement, elle ne devrait pas intervenir du tout. Donc à chaque fois, elle essaie quand même de garder le recul. Juste pour elle et juste pour nous. Généralement, on est quand même assez d'accord avec je sais, je fais des belles phrases. Pas mal. Et donc, il se balade de ville en ville avec sa moto. C'est un peu le rebelle, le un peu ça. Et en fait, on y retrouve la patte du réalisateur qui est Nakamura Ryutaro. C'est celui qui a travaillé sur Lane et sur Ghost Hand, avec les écrans un peu mirage, les musiques un peu baignoire, les choses comme ça qui mettent vraiment du mystère dans la série. C'est super poétique, c'est vraiment une très très belle série. Elle est intelligente, elle est tout dans la justesse. C'est beaucoup de maturité, c'est vraiment un truc super à découvrir. Moi, ça me rappelle assez ma personnalité. C'est clair. C'est formidable, modeste, intelligent. Voilà. Et si on pouvait traduire les nouvelles en français, encore une fois. C'est des nouvelles ou des romans parce que... En fait, tu le retrouves aussi dans la série. Il y a des nouvelles qui sont super courtes. Des fois, elles font 4 pages. Et d'autres qui en font 15-20. Et la série alterne. C'est-à-dire, dans un épisode, tu peux avoir plusieurs histoires. Et des fois, des histoires qui s'imbriquent les unes dans les autres. Eh bien, écoute, pendant que Laurent apprend le japonais et va traduire ses nouvelles, on va retrouver la nouvelle Enquête Geek. Ne zappez pas, nous on se retrouve juste après. N'allez surtout pas aux toilettes. Voici l'Enquête Geek. Flash spécial. On nous signale un peu partout sur la planète l'arrivée d'êtres étranges, tout droit sortis de la saga La Guerre des Étoiles, que des armées de Stormtroopers, avec à leur tête des Dark Vador, s'apprêtent à prendre le contrôle. Mais non, il s'agit de passionnés qui se costument, voyons. Les États-Unis sont bien en place avec le club de la 501e Légion et ses 4000 membres. Mais la France est bien représentée avec des groupes comme la 501e Légion France ou encore la 59e Légion que nous avons rencontrée lors du festival Paris Comics. Mais pourquoi 59 ? Alors 59e, le Nord, département 59. C'est pour que les gens repèrent aussi d'où on vient. Puis Légion, c'est la référence à Vador et puis à ses troupes. Nous, à la base, c'est une passion en fait, de prolonger un peu la saga par le biais de costumes bien réalisés, puis d'incarner un personnage qu'on adore. Moi, j'adore Boba Fett, chasseur de primes. Personnellement, c'est le costume que j'ai choisi.
Et c'est le personnage que j'incarne. J'aime bien Yann Solo, côté un petit peu contrebandier, un peu filou comme ça. Au tout début, il y a des choses que j'ai créées moi-même, mais en rencontrant d'autres cosplayers, je me suis dit ah ouais, c'est vrai que là, on peut faire mieux, là aussi. Et du coup, de fil en aiguille, au fur et à mesure du temps, amélioration du costume, tout le temps. Donc là, je suis arrivé à un point où ça devient plutôt bien. Après, chacun essaye de rajouter sa petite touche personnelle pour vraiment être au plus près des films. Est-ce que vous créez tous vos costumes comme des cosplayers? Alors en fait, le cosplay, c'est la réalisation d'un costume de A à Z. Bon, nous, c'est pas toujours le cas. Sur certains costumes, il y a des pièces que toi tu crées, mais il y en a d'autres que tu achètes toutes faites. Des fois, il vaut mieux mettre le prix sur quelque chose de bien plutôt que de porter un truc moins bien. Enfin, nous, on essaie vraiment d'avoir des costumes au plus près des films. Donc, c'est pas vraiment du cosplay, nous, c'est vraiment du costume. Et c'est la différence entre ce qu'on dit toujours, entre un costume et un déguisement. Sachez que pour une tenue de Stormtroopers complète, il vous faudra débourser la coquette somme de $1000. En plus des costumes, en fait, on réalise des objets Star Wars, comme des Ewoks, la carbonite, Yann Solo dans la carbonite. Et puis on a des décors de fond qui sont à plus s'ajouter en fait à notre animation. Et ce qui permet aux gens qui viennent nous voir pour faire des photos d'avoir un bon souvenir du passage de la convention. Comment restez-vous en contact? On a un site internet, mais on a aussi créé un forum sur certains costumes où les gens peuvent regarder, et puis il y a les infos, quoi. Ah bah tiens, il faut acheter tel casque là, ou faut faire tel habit comme ça, le plan de montage. Donc ça, on a des infos là-dessus. Pourquoi venir à Paris Comics ainsi que dans les autres conventions? Nous, ce qu'on aime bien, c'est déjà des conventions où il y a des acteurs qui ont joué dans les films. Donc ça, pour nous, c'est déjà une priorité. Comme aujourd'hui, il y a Jérémy Belloc, l'acteur qui a joué Boba Fett, qu'on connaît bien maintenant, vu qu'on l'a rencontré une bonne dizaine de fois. Mais il y a aussi Zachariah Jensen, qui a joué Kit Fisto, c'est la première fois en Europe. Donc là, c'est génial, quoi. On a prévu d'aller à Masse-Essen, la célébration Europe en Allemagne. Donc moi, personnellement, je suis allé il y a 5 ans à celle de Londres. C'était génial, on a été en visiteur. C'était vraiment formidable. Ça a été pour moi l'occasion de rencontrer Mark Hamill, qui jouait Luke Skywalker, Peter Mayhew, Chewbacca et plein d'autres acteurs. Donc ça, c'est vraiment une belle, c'était vraiment des belles rencontres. Y a-t-il des différences entre les associations? Que nous, on est une association non reconnue, non officielle par rapport à Lucasfilm. Donc ça, il faut le savoir. Donc tu as des associations officielles qui sont mondiales en fait, mais en France, il y en a 2. Et nous, c'est pas le cas, mais par rapport à ce qu'on fait, on pense qu'on a nos chances de pouvoir participer. Est-ce que tu as rencontré Dark Vador? Moi, j'ai déjà rencontré, 4-5 fois. Et franchement, il est cool, quoi. Il vient sur les conventions. Avec nous, ça s'est toujours bien passé. C'est pas le même que son rôle. L'équipe américaine de la 501e Légion participe également à de nombreuses œuvres caritatives qui lui permettent de récolter plus de $10 millions chaque année. Ah oui, c'est quand même une somme. Comme quoi, il joue les méchants, mais seulement pour de faux. Voilà, donc si vous aimez Star Wars, si vous aimez le cosplay, vous savez qu'aujourd'hui vous pouvez mettre des petites armures de Dark Vador et rejoindre cette légion. On enchaîne avec quelqu'un d'autre qui crée peut-être un jour une secte, je ne sais pas, la secte des gens qui parlent comme ça, puisque nous retrouvons Stéphane Gallo dans la rubrique Jeux de rôle, Jeux de plateau. Rubrique Jeux de plateau avec Stéphane. Bienvenue dans la rubrique Jeux de rôle, Jeux de plateau. Catan fait partie de ces jeux dont on ne parle pas habituellement à l'écran et qui ont pourtant su s'imposer très largement dans la vaste communauté des joueurs. Avec plus de 5 millions d'exemplaires vendus, il fait partie des best-sellers de ces dernières décennies, une des plus grosses ventes, un des plus grands succès dans le milieu du plateau. Le concept de base est très simple. Les joueurs gèrent des colons qui viennent de s'installer sur une île. Leur but est d'obtenir 10 points de victoire, et ces points s'acquièrent de différentes manières. Établir des colonies, les faire devenir des villes, construire la route la plus grande, obtenir la meilleure armée offensive, etc. Voyons par le détail comment se déroule une partie. Florian, John et Robin font ici leur première partie. Ils utilisent donc la configuration pour débutants, mais d'autres configurations sont possibles grâce au plateau modulaire du jeu. Ils commencent chacun avec 2 colonies et 2 routes, soit déjà 2 points de victoire. Florian est en rouge sur le plateau, John est en bleu, Robin en blanc.
les joueurs possèdent déjà quelques rares ressources issues de l'une de leurs colonies. Le placement est presque terminé. Robin étant le plus âgé, il débute. Il lance 2 dés. Le résultat indiquera quelles ressources sont produites. Et c'est un 8, un résultat qui a statistiquement de grandes chances d'apparaître. Les zones du plateau portant un 8 fournissent des matières premières aux colonies adjacentes. Robin récolte donc de la laine et John récupère de l'argile grâce à sa colonie au bas du plateau. Robin entame maintenant la seconde phase, la phase de commerce. Il peut troquer des ressources avec d'autres joueurs pour peu qu'ils se mettent d'accord. La grande richesse de Catan, que l'on appelle aussi colon de Catan, tient entre autres à cette très grande liberté laissée aux échanges entre joueurs. Robin peut bien sûr faire également des échanges avec la banque au prix de 4 ressources contre une. S'il possédait un port, c'est-à-dire une colonie sur la côte, il pourrait faire ces échanges à un taux beaucoup plus favorable. Mais aucun échange ne lui semble intéressant pour le moment, il passe donc à la phase de construction. Avec plus de ressources, Robin pourrait commencer à s'étendre pour construire une route et envisager pour bientôt une nouvelle colonie suffisamment éloignée des 2 premières. Mais pour le moment, il manque de bois. En revanche, il peut acheter une carte développement. Il s'agit de sa première partie et il tente sa chance. Ces cartes peuvent apporter des points de victoire secrets, à garder face cachée devant soi. Elles peuvent aussi faire intervenir un chevalier ou encore marquer un progrès, ce qui est toujours source d'avantage. La carte tirée par Robin est justement un progrès, lequel lui permet de construire 2 routes gratuitement. Il devra cependant attendre son prochain tour pour la jouer, et il garde pour le moment la carte face cachée devant lui. Le jeu a bien évolué, et de nouvelles colonies et routes sont apparues. John a même changé l'une de ses colonies en ville. Si les joueurs cachent devant eux des points de victoire, la fin de la partie est proche. John prend les dés, il va déterminer la ressource qui sera récoltée à ce tour. Il obtient un 11, cela lui permet de récupérer du minerai et cela octroie de l'argile à Florian. Il joue ensuite une carte de développement, il s'agit d'une carte chevalier. Celle-ci manifeste la puissance de ses troupes. Comme il s'agit de la 3e carte chevalier devant lui, il hérite de la fiche armée la plus puissante. Cela lui octroie 2 points de victoire supplémentaires, c'est une belle avancée. Autre effet du chevalier, mais effet pervers, John peut déplacer le pion voleur. Il fait un coup bas et il le pose sur l'une des ressources de Robin. Non seulement il va ainsi voler une carte de ressources à Robin, carte face cachée, mais surtout, tant que le voleur restera là, la matière première visée ne pourra plus être récoltée par Robin. C'est un coup très difficile. John passe ensuite à la phase de construction. Nous sommes à présent autour de Florian en pleine phase de construction. Celui-ci poursuit une entreprise qu'il a initiée il y a déjà quelques tours, bâtir la plus longue route du plateau de jeu. Cela lui vaudra 2 points de victoire. Florian paye les ressources dues, bois et argile, et voici sa route de 5 segments complétée. Il gagne donc la précieuse fiche. Le plateau a encore changé et Robin vient de finir son tour en volant la carte de plus grande route à Florian. Sa route compte à présent 6 segments et elle fait de l'ombre à la précédente. John de son côté reprend la main. Il fait le tirage des ressources, obtient un 3, les joueurs récupèrent les ressources et John paraît très pressé. Il va très vite pour la phase de commerce, il est en train d'échanger plusieurs cartes de bois contre une carte de minerai. Il ne regarde même pas ce que font ses collègues, il passe à la phase de construction immédiatement, change une de ses colonies en ville et révèle soudain les cartes face à lui. Il annonce qu'il vient de gagner, il a tous les points de victoire, les 10 qui lui étaient nécessaires. Les autres joueurs vérifient les comptes, regardent un petit peu son jeu et finalement, même si Robin rage un peu, Florian et lui s'inclinent devant l'évidence. Nous avons un vainqueur. Ça va être ton tour, Laurent, et je te défie de faire cette chronique avec un début de voix à la Stéphane Gallo. Je vais essayer. Rubrique BD et romans avec Laurent. Oui, alors, chronique, BD, non, roman. ça marche pas du tout. D'accord. Continue ta voix des rêves. Tu ne les as pas sur toi, c'est pour ça. Tu connais celle des 2 qui vont à la plage, non? Je te la raconterai après. Donc, je vais parler d'une BD que j'adore qui s'appelle Planetary. Et c'est vraiment la BD que j'aurais aimé, moi, écrire. Évidemment, c'est pas moi qui l'ai écrite. Quand ça arrive, c'est frustrant. C'est Warren Ellis. Et à la place, tu fais oui, alors. Allez, c'est parti. Reading his work Josh Whedon. would make me a little bit afraid to meet him. I mean, he's internet Jesus, for frick's sake. Ben I am Sproul-Smith. Us getting one on the internet. Ouais, il se la joue. Warren is the kindest, Ah oui, Wheaton. gentlest, sweetest person in the world. Ah, fuck everybody. Stop lying. Eh ben écoute, un personnage C'est fort quoi sympathique. ce vieux branleur là? C'était lui. Non, c'est un mec qui joue un personnage de haineux comme ça, mais en fait qui est une crème. Vous connaissez sans doute un des films qui a été adapté d'une de ces BD, c'est Red, avec Helen Mirren et Bruce Willis. Oui, qui est très bon. Oh non, c'est bien, c'est drôle. Oh là là, Il y a le John cauchemar. Malkovich.
Ah non, il y a que des Alors, vieux, mais c'est Mais oui, c'est ça tiré pue d'une- la naphtaline, ça fait. c'est tiré d'une Mais petite Rurik, BD. pour tous nos téléspectateurs qui sont à la maison de retraite devant leur télé, tu viens de les choquer? Non, mais il y a des bons films de vieux, mais ça c'est nul quoi. Laurent rebondit parce que les bons. C'est tiré d'une petite BD qui fait 40 pages où il y a juste un vieux à la retraite qui revient se venger tout seul. Et là, ils en ont fait, c'est vrai, avec plein de personnages qu'ils ont rajouté, des histoires d'amour un peu. Alors que c'est un truc tout bête. Je suis assez étonné qu'ils aient adapté ça. Bref, c'est pas le problème. Ça a On est très là bien pour parler de Planetary. Planetary, c'est dessiné par John Cassaday, on voit quelques images là, très réaliste. C'est une série des archéologues de l'impossible qui enquêtent sur les ruines de la culture populaire du XXe siècle. C'est-à-dire... Le joueur du grenier. Voilà, non, il y a 3 persos. Il y a Lara Croft? Non, il n'y a pas Lara Croft. Mais il y a plein de personnages qui ressemblent aux personnages qu'on connaît. C'est-à-dire qu'il y a 3 persos qui sont Planetary, quoi. On va dire des espèces de X-Files, mais qui enquêtent sur les mystères de la culture populaire du XXe siècle. Donc on va retrouver plein de personnages qui ont existé dans la littérature, dans la BD, dans les films, mais un peu décalés. On a une espèce de copie de Doc Savage. Alors j'ai amené quelques images. On a une espèce de faux Tarzan. Voilà, qui on apprend plus tard est le père d'une des héroïnes. Je vous l'ai fait passer, c'est vachement bien. Et à chaque fois, alors il y a une histoire qui court sur toute la série. La pub, on dirait des spermatozoïdes. Il y a une histoire qui court sur toute la série. Les adversaires de Planetary, ce sont les 4. Et en fait, ce sont des décalques des 4 fantastiques. Et à chaque fois, c'est des stand-alone aussi. C'est des histoires avec un milieu, un début, une fin. Celui-là, par exemple, c'est sur les histoires de fantômes chinois. Et chaque couverture, là, c'est sur Écrit Godzilla, en japonais par pour des exemple. fantômes chinois. Des stand-alone, donc des tiens tout seul. Voilà, des tiens tout seul. Celle-là, moi aussi, je fais mon Laurent. Ouais, Celle-là, c'est sur des personnages qui vont sur la Lune avec un canon de Gun Club, comme dans les romans de Jules Verne. Voilà, c'est des décals comme ça de plein de personnages. C'est encore un mec que tu nous présentes qui est un copieur. C'est pas un copieur, il reprend tout ce qu'il a aimé. Lui, il a dit, moi, en faisant Planetary, je me suis vidé le cerveau de tout ce qui me hantait, de toutes les connaissances de culture populaire que j'avais pour en être débarrassé. Voilà. Donc il a travaillé là-dessus. Et honnêtement, moi, c'est un truc qui me fascine, vraiment. C'est postmoderne, on retravaille sur une matière existante, mais c'est génial, quoi. Il y a une scène que j'adore où on découvre une petite fusée qui s'est échouée sur Terre et dans laquelle il y a un berceau. Ça vous fait penser à quoi? Superman. Voilà, Superman, et c'est exactement pareil, il y a un bébé dedans, sauf que là, il y a le méchant, celui qui correspond à la torche humaine des 4 fantastiques, qui arrive et qui voit le bébé, et pour pas s'emmerder, il crame le bébé direct, quoi. Voilà. Il y a plein de scènes comme ça, c'est assez fou, et c'est hyper intelligent. Et Warren Ellis, voilà, il connaît ça hyper bien. Il fait de la BD, mais c'est un vrai auteur de SF. Là, il a arrêté un petit peu de faire de la BD, il écrit des polars aussi. Mais je veux dire, il a des vraies idées de SF, et il travaille aussi là-dessus. C'est pas simplement un auteur qui aime les super-héros. Il connaît tellement bien cette culture que tout ce qu'il fait, c'est hyper intelligent. Voilà, je pense qu'il faut quand même un petit bagage pour vraiment apprécier. On peut la lire sans tout connaître, mais si on connaît un peu les pulps, les super-héros, la littérature populaire, on kiffe à mort, ouais. D'accord. Comme tout le monde est bien sage, c'est le moment de lancer François qui va donc nous présenter son talent web. Et sachez une petite chose, ils ont un lien de parenté. C'est le moment de découvrir un nouveau talent web. Quoi? Non mais maman, c'est moi qui suis d'habitude. Non. Bon, d'accord. Tout de suite, on va découvrir un nouveau talent web. Il s'appelle Raphaël Descraques ou Descraques, je ne sais pas comment on dit. Ah bonjour! Bonjour! Oui, bonjour, mais cet air de famille, c'est... Mais oui, c'est Raphaël Descraques, le petit frère de François, au pilier de cette émission. Hormis jouer le rôle de Raph dans Le Visiteur du Futur, il multiplie les vidéos d'humour sur le net avec un grand talent. Commençons avec les Super Métros. La métropole a besoin de nous. Elle est en retard. Ensemble, nous sommes son seul espoir. Merci Lune. Châtelet. Super Métro, ça a bien fait, bien tourné, ouais, le jour et les 2-3 jours qui suivent après sa sortie. C'est vrai que ça m'a bien étonné parce que je l'ai sorti le 27 juin et j'ai rien fait avec. La fête est finie, RERB. Descente à gauche. Please get on the train on the left. Bajada por lado izquierdo. En fait, j'étais en cours ce jour-là pendant toute la journée, donc aucun accès à Internet et tout ça. Et je reçois un appel de ma mère qui dit
qui dit « On a vu ta nouvelle vidéo, c'est très sympa, t'es sur Le Monde, mon chéri ». Et du coup, moi, quand elle disait ça, c'était genre la façon à elle de dire que j'étais sur Internet. J'ai dit « Oui, maman, je suis sur Le Monde ». Et en fait, c'était parce que ouais, le monde.fr avait fait carrément un article le jour même. Et ce qui m'a bien surpris et ça fait vraiment plaisir. Raphaël enchaîne ensuite avec le premier film X en motion capture, une technique pour enregistrer les mouvements des comédiens par ordinateur, comme dans le Tintin de Spielberg. Sauf que là, c'est un film X. And I'm a huge fan of Hergé, so it had to be deep. Avec des copains, on rigolait sur le titre Coq en stock, où on le disait comme si c'était un film porno, avec Coq en stock, comme ça. Et du coup, c'est né de là, avec la sortie de Tintin qui arrivait. Je me suis dit, tiens, je vais le faire. En plus, pour un sketch aussi, sur le DVD de la saison 1 du Visiteur, on avait une fausse tenue de fausse motion capture. Et du coup, j'ai demandé à mon frère, j'ai rajouté un détail qui est le pénis capture, le capteur de pénis, le captub que j'ai appelé. Et du coup, j'ai tourné ça assez rapidement. Vu que c'était un concept d'interview, c'était pas très dur à monter. No, that the first motion captured porn was going to be a gay porn. But with the character of Tintin, we had no choice. Tintin is really gay. Ça fait rire ma mère. Mais c'est vrai qu'elle me le reproche un peu de m'être attaqué à Tintin. Mais Raphaël s'est aussi passé du trash au touchant, avec une vidéo proche du conte. Un court-métrage très personnel sur l'inspiration. Well, that was one of those nights. Je savais que ça sur le web c'est mort quoi. Tu fais pas tourner trop délire cette vidéo. Mais je l'ai fait pour moi, me cogner un peu à l'animation. Tiens, j'ai une idée, mais genre avec des plans impossibles à faire en vrai, comment je le fais? C'est les nuits où j'avais pas mal d'idées et tout ça. Et t'arrives pas à dormir parce que t'as plein d'idées. Tu sais que tu feras la moitié de ces idées, mais du coup j'avais eu l'idée d'un mec qui avait plein d'idées. C'était des photos en fait. J'ai pris en photo pour ce qu'est les décors, j'ai pris en photo du papier canson découpé. Et après sur After Effects, j'ai tout mis en ordre et tout. Et l'animation reste très basique, mais c'était très long à faire. Mais ouais, la simplicité du truc a au final un peu rajouté un petit charme. My 7 ideas, one of them was about a guy who dies and give all of his ideas to another guy so that he could make videos about it. Good night. Raphaël a aussi tourné des vidéos complètement folles, des danses en plein milieu de la foule, un bond défouloir justement. French Dance, c'était quelque chose que j'avais envie de faire en écoutant de la musique, tout simplement dans le métro, avec mon MP3. En écoutant certaines musiques, j'ai trop envie de me mettre à danser maintenant. Du coup, au lieu de me mettre à danser maintenant, il faut que je me donne un prétexte. Du coup, on le fait en vidéo et il vaut mieux que je danse dans la rue et avoir l'air d'un con, mais qu'on me filme pour garder des souvenirs et pour que les gens autour se disent « bon, il est filmé ». Et plutôt que si je me mettais à danser tout seul dans le métro. C'est essayer de tendre vers un peu la comédie musicale, mais à la fois rester sur le web à faire une vidéo. Son talent lui a valu d'être repéré par l'équipe du Golden Moustache, qu'il intègre fin 2012. Sa première vidéo avec cette équipe cartonne avec plus de 4 millions de vues. À ton avis, combien de fois faudrait se branler pour tuer tous les mecs sur Terre? Mais ça ferait de nous des monstres. Non, ça ferait de nous des dieux. Qu'est-ce que tu fous? Je ne sais pas s'il reste encore des décraques dans la fratrie, mais je vais miser dessus. Tiens, je t'en fiche mon billet. Voilà, la famille des cracks, où c'est tous des cracks. Oh, extraordinaire. Les Descraques, tu veux dire. Les Descraques. Voilà, et Raphaël, qui travaille maintenant un petit peu indépendamment de son frangin, même s'il garde toute une partie de l'équipe. C'est bien ça. Voilà. Mais il joue dedans, il est acteur aussi. Ouais, tout à fait. Ils sont couteaux suisses chez les Descraques, c'est ça qui est pratique. Un autre qui est couteau suisse, c'est Les couteaux Franck. suisses, ils ont quand même des très petites lames. Ils ont la queue en tire-bouchon aussi. Ouais. Voilà, je ne saurais rebondir et je vous laisse un petit peu de Franck pendant 4 minutes et on se retrouve juste après. Tout de suite, la shopping list. Mais qu'est-ce que tu fais là? Mais il faut que tu partes, il faut pas que les gens sachent. De quoi? Que je suis ton jumeau maléfique? Il l'a dit. Allez, va-t'en, je veux plus te voir. T'es vraiment chiant, hein. Normal, je suis maléfique. Oui, bah. AB Fabulous, c'est une sitcom anglaise des années 90 sur 2 femmes quadragénaires qui fument, qui boivent, des choses pas très catholiques, hein. Et donc c'est pour les personnes qui aiment les rires préenregistrés et l'humour british. Bon, moi j'aimerais bien avoir des amis pour regarder cette série.
Mais heureusement, je suis schizophrène. The Crow, c'est à retrouver chez Delcourt. Ça raconte l'histoire d'un mec qui va se faire tuer la veille de son mariage, mais il va se réveiller avec un maquillage sur la tête et un corbeau qui va le guider. C'est totalement fou, ça a été adapté en film, et l'acteur principal était le fils de Bruce Lee. C'est dingue. Witch Doctor, c'est à retrouver chez Delcourt. Ça raconte l'histoire d'un médecin et de ses assistants qui vont tout faire pour trouver des remèdes et guérir les monstres et les zombies afin d'éviter l'apocalypse. C'est totalement fou et le personnage principal est un mélange entre Doctor Strange et Doctor House. Enfin, moi, je confondais avec Docteur Dolittle, Docteur Folamour, Docteur Who. Il y a beaucoup trop de docteurs, en fait, dans le monde. Mais on a besoin d'eux. Halo, le célèbre jeu vidéo, est maintenant décliné en BD chez Panini Comics. Ah, je pourrais faire une super bonne blague que personne n'a jamais faite. Et alors là, je lui ai dit... Allô? Ouais, c'est drôle, hein? C'est énorme. La Ligue des Gentlemen Extraordinaires s'est imaginée par les deux grands maîtres Alan Moore et Kevin O'Noy. C'est dans un Londres contemporain où un groupe de personnes a des pouvoirs extraordinaires. Idée reçue et corrigée, c'est chez Delcourt. C'est un parfait mélange entre humour et culture et ça va nous démystifier près de 50 idées reçues qui sont totalement fausses. Par exemple, comme le fait que les schizophrènes ont 2 personnalités. Eh ben, c'est n'importe quoi. Et c'est à vous de découvrir pourquoi. Je t'ai dit de pas venir sur le plateau. Ça va. Merci, commence à me gaver, hein. Hauteville House chez Delcourt, ça se passe en 1864 où les républicains essayent de contrecarrer les plans du scientifique Napoléon III. Et pour sa première mission, Gavroche est envoyé au Mexique, au front, afin de combattre Maximilien, un empereur mis en place par Napoléon lui-même. Zodiac, c'est chez Delcourt et c'est une série de BD où chaque signe astrologique ont un pouvoir particulier. Par exemple, celui du Scorpion, c'est la télékinésie, celui du Capricorne, c'est celui du charisme et de la beauté, et celui du Sagittaire, c'est celui du voyage dans le temps. Moi, je vous laisse deviner lequel je suis. Voilà, je suis Gémeaux. La Grande Évasion, c'est chez Delcourt, et dans ce tome Void 1, vous allez retrouver l'histoire d'un vaisseau spatial pénitencier où tout le monde va se faire tuer. Il n'y aura qu'un seul survivant, mais arrivera-t-il à échapper à la mort? Coupé. Alors, elle était bonne? Non, elle est nulle. On la garde? Ouais. Vampirella, c'est un comics de 1969 qui a été réédité par Panini Comics et qui raconte l'histoire d'une vampire sexy et légèrement dévêtue. Ça donnerait presque envie de se faire mordre. Enfin bref, si vous voulez toujours continuer dans la littérature de vampires, il y a Signe Noir chez Milady et ça raconte l'histoire d'une reine, de son royaume et de ses problèmes sentimentaux. Segment chez Glénat, un space opéra philosophique qui se passe au XXIIIe siècle et où chaque être humain sont regroupés par type de personnalité sur des planètes monocolores. C'est long à dire, mais moi en tout cas, je sais que j'aurais été sur la planète de la créativité. Bon, je vais peut-être pas dire que j'aurais préféré être sur la planète de la jouissance, sinon je vais passer pour un gros pervers. Et voilà, la shopping list c'est terminé. Vous pouvez toujours m'envoyer votre argent à cette adresse. Et moi, je vais repartir avec l'équipe de Plus ou Moins Geek. C'est bizarre, j'ai pas revu mon double maléfique. Ni mon portefeuille d'ailleurs. J'ai un super pouvoir, je peux voir le futur et je peux vous dire que cette émission est presque déjà terminée, mais avant, c'est le moment traditionnel de donner un petit plus à chacun. Qui vous a le plus convaincu avec sa chronique, RL? Alors, moi, je connais déjà Torchwood, donc j'ai envie de voter pour Poula Netali. Ouais, c'est traduit en français, évidemment, j'ai oublié de le dire, mais voilà. Moi, je vote pour ton truc dont j'ai oublié le nom. Kino. Voilà. Seb? Moi, je suis très intéressé par le truc de Laurent, mais je voterai pour RL quand même, parce que ça a l'air très sympa. C'est parce qu'elle est à côté de toi, Oui, et t'as peur j'ai que... peur des Ah, omelettes. ouais. Exactement. Fred? Dans Torchwood, s'il mange un enfant indien, est-ce qu'il a le goût d'épices? Enfin, bon, je vais vous C'est Torchwood, d'accord. Voilà. Rurik? Moi, je te mets un petit plus sur les 2 petits tétons parce que D'accord. j'aime beaucoup ta série là. Et ben voilà, moi je vais mettre un petit plus à RL aussi. Voilà, je vais garder mes 2 petits plus sur les tétons, on se retrouve très bientôt. Peut-être les aurais-je encore à ce moment-là. Vous pouvez poursuivre l'aventure sur les réseaux sociaux tels que... Geekbook. Geekter. Ah, ils sont bons. Ah. L'appli Geek, le site internet plus-ou-moins-geek.com, le forum, parlez-en partout autour de vous. On se retrouve très bientôt, bien évidemment, et 2 petites choses traditionnelles, j'adore les répéter. N'oubliez pas qu'il n'y a pas d'âge pour se revendiquer geek et qu'un bon geek est un geek curieux. Tout nu.